Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio en partenariat avec La Provence et Nice Matin qui nous accueillent ici dans ces locaux en direct de Nice. Merci Claude Perrier, PDG de La Provence, et Jean-Marc Pastorino, président du directoire du groupe Nice Matin, d'être avec nous aujourd'hui au premier rang. Cette émission est réalisée grâce aux moyens techniques d'Azur Télé, Azur TV d'ailleurs, et des équipes d'Hervé Reynaud. Azur TV, c'est la chaîne de la Côte d'Azur, de la TNT. Notre invité pendant 1 heure ce matin, c'est Christian Estrosi. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Vous êtes le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On est ici chez vous puisque vous êtes aussi le maire de Nice. Merci d'avoir accepté de réserver à Territoire d'Info, notre matinale télé, votre première grande interview nationale après le vote de votre budget. Tout récemment, c'était vendredi. Christian Estrosi, 3 parties dans notre matinale d'info. La première, vous nous direz tout d'abord vos priorités pour cette région. Elles sont, j'imagine, notamment économiques et vous serez interrogé par Lilian Renard, rédacteur en chef adjoint de La Provence. Bonjour Lilian. Bonjour. Et par Denis Caro qui dirige les rédactions de Nice Matin, Var Matin et Monaco Matin, pas moins. Bonjour Denis Caro. Bonjour Cyril. Deuxième partie de l'émission, Christian Estrosi, nous recevrons Joseph Arakel. Il est aujourd'hui sans concurrent dans le secteur des transports et des techniques d'acheminement. Son dada, lui, c'est la formation. Il vous en parlera parce qu'il est aussi un mécène étonnant au destin hors norme et nous serons ravis de l'accueillir en deuxième partie de cette émission. Enfin, troisième partie de notre matinale d'info, vous répondrez, Christian Estrosi, aux questions liées à l'actualité nationale et internationale et à votre positionnement politique d'aujourd'hui aussi, avec Christophe Bordet et Michael Zambès de Public Sénat. Christophe Bordet étant de Sud Radio. Enfin, dernière séquence, et vous serez avec nous toujours, Nicolas Gallup, le rédacteur en chef d'Azur Télé, et Patrice Maggio, le rédacteur en chef de Var Matin, et oui, c'est une composante importante de votre région, viendront devant nous analyser et débriefer ce que vous aurez dit et annoncé tout au long de cette heure passée en notre compagnie. Christian Estrosi, j'ajoute qu'à 8 heures, un flash d'information nous rappellera l'actualité du monde en ce lundi matin avec Christine Bouillot. Tout de suite, Christian Estrosi, vous êtes un ancien ministre, vous êtes une personnalité d'envergure nationale, bien sûr. Vous avez récemment démissionné de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça vous laisse plus de temps pour aller sur le terrain, notamment le terrain marseillais en Provence? Bon, pour moi, le cumul des mandats est un faux débat. Il a été instauré. C'est comme cela. Nous sommes dans l'ère du temps. La seule chose que je crains, c'est que le jour où il n'y aura plus aucun député qui n'exercera un mandat local, on ne cesse de faire des lois à Paris qui soient en contradiction totale avec la réalité de ce que vivent les terrains. Mais peu importe, je savais qu'en me présentant à la présidence de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, si les électeurs m'accordaient de gouverner cette région qui est une région absolument merveilleuse, qui est la mienne, qui est ma terre, qui est mon petit pays, j'aurais à faire ce choix. En tout cas, j'avais le choix entre 2 mandats locaux et un mandat local et un mandat national. J'ai fait le choix de ma terre, j'ai fait le choix de mon territoire, j'ai fait le choix de ce petit pays entre Méditerranée et Alpes et j'ai démissionné conformément à mes engagements de l'Assemblée nationale. Merci Christian Estrosi. Avant de rejoindre nos éditorialistes de Nice Matin et de La Provence, nous allons écouter Jean-Luc Monteil, le président de l'Union patronale régionale, c'est le MEDEF Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui nous parle d'une collaboration très exigeante avec vous, très attentive après l'évaluation des politiques publiques. On l'écoute, c'est Sophie Jeanroy et Lionel Maillet d'Azur Télé qui l'ont rencontré. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est faciliter la vie des entrepreneurs. Il y a des actions assez simples à mettre en œuvre. En ce moment, on travaille avec la région sur la mise en place du guichet unique du financement, qui peut être un vrai moteur pour encourager les entrepreneurs et surtout faciliter leur accès au financement. Nous, ce qu'on souhaite, et c'est là où on sera intransigeant avec la majorité, c'est d'une part qu'on soit considéré et qu'on puisse participer au quotidien à notre place dans la co-construction d'un certain nombre d'actions. Et le deuxième élément, on sera très très attentif à l'évaluation des politiques publiques. On a mis en place un certain nombre d'indicateurs dans cette région pour être en capacité, avec Christian Estrosi, de pouvoir faire un bilan à mi-mandat des actions qu'il a conduites et de la valeur ajoutée de ces actions. Donc nous sommes un partenaire, mais un partenaire exigeant. Denis Caro, Nice Matin. Alors Christian Estrosi, vous avez expliqué que pendant 18 ans, la région socialiste n'a pas aimé l'entreprise. Avec le budget qui a été voté vendredi, vous entendez mettre l'économie au cœur des préoccupations du Conseil régional. Qu'est-ce qui change concrètement à partir d'aujourd'hui pour les entreprises de la région et qu'est-ce qui va faciliter la vie des entreprises, comme l'a expliqué Jean-Luc Monteil dans l'intervention? Tout d'abord,
les régions qui sont réduites au nombre de 13 se sont vues confier par la loi NOTRe tous les volets économiques. Développement, promotion et promotion à l'international. C'est donc notre responsabilité majeure avec celle de la formation et de l'emploi qui vont de pair. Et donc, bien évidemment, j'ai tout consacré, majoritairement dans la construction de ce budget 2016, pour envoyer un signe fort au monde de l'entreprise, puisque le soutien aux entreprises, ça n'est pas un petit chiffre, est en augmentation de 12% par rapport à ce qu'il était par le passé. Mais là où je suis d'abord en harmonie avec Jean-Luc Montel, puisque nous avons regardé les choses ensemble, on les a regardées ensemble, je vais lui dire que nous allons faire mieux. Il veut un bilan à mi-mandat. Moi, je veux un bilan semaine par semaine. C'est bien pour cela que je vais mettre un observatoire qui sera lisible par tous sur le site de la région, qui nous permettra d'avoir tous les indicateurs tout au long de ce mandat. À mi-mandat, on peut constater qu'on a été sur un mauvais aiguillage, qu'on a été en situation d'échec. Ce qui n'est pas dit non plus, c'est que depuis le 1er janvier dernier, les régions de France, et c'est une responsabilité majeure, sont devenues les interlocuteurs uniques avec la Commission de Bruxelles. Ce qui veut dire que dans le domaine de l'économie, ce qui aide les entreprises et qui devait être négocié à travers l'État autrefois, eh bien, c'est à nous d'aller quasiment tous les 15 jours à Bruxelles, voire à Luxembourg. Sur l'utilisation justement des fonds européens et la création d'un fonds réservé aux entreprises que vous avez dans ce budget décidé de doter à hauteur de 93 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Absolument. Votre ancienne opposition, la présidente Mandature, a fait les comptes et dit que en fait, ce fonds n'est qu'une addition de fonds existants et qu'il s'agirait finalement non pas d'un budget de rupture en faveur des entreprises, comme vous venez de nous le dire, mais d'un budget de continuation. Alors, est-ce que vous êtes vraiment dans la confirmation d'une rupture ou est-ce que vous continuez un petit peu la politique de la précédente mandature finalement? Vous savez, il y a des lignes budgétaires qui sont incontournables et qui sont vérifiables, et par le comptable du Trésor qui présente son compte de gestion en même temps que chaque collectivité présente son compte administratif, et de budget primitif à budget primitif, il y a la comparaison. Budget primitif 2015, budget primitif 2016, sous le contrôle du comptable du Trésor, il y a plus 12%. Mais je dirais que plus 12%, ce ne serait pas grand-chose si on ne regardait pas les fonds européens que je suis allé chercher en moins de 100 jours, et sur lesquels, sur l'architecture de préparation au cas où que l'administration régionale avait faite pour 2016, il n'était prévu, en termes de fonds européens additionnés aux fonds régionaux pour les aides à la modernisation, à l'innovation, à la recherche, au développement des entreprises, 3 millions d'euros. Vous savez à combien on est passé? 62 millions d'euros. Vous allez mettre en place un guichet unique pour les entreprises. Ça va servir à quoi? Puisque je crois que c'est mis en place dès le mois d'avril. Oui, dès le mois d'avril, nous mettons en place ce guichet unique qui nous permet à la fois d'avoir ce lieu où désormais la relation avec le monde de l'entreprise, autrefois c'était la collectivité qui définissait ses plans de formation, qui répondait aux demandes des entreprises. Aujourd'hui, c'est à nous de nous mettre au service des entreprises. Autrefois, on attendait des entreprises de se mettre au service de la collectivité. Vous vous rendez compte qu'il y a en région Provence-Alpes-Côte d'Azur 25 000 offres d'emploi qui ne sont pas pourvues, c'est-à-dire que les employeurs, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les artisans proposent aujourd'hui 25 000 offres d'emploi, et entre les services de l'État à travers Pôle emploi et nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de dire à un chef d'entreprise, très bien, dans 48 heures, vous avez madame ou monsieur un tel qui se présentera pour pourvoir cet emploi. Eh bien, aujourd'hui, je dis simplement une chose, ce sont aux entrepreneurs à bâtir avec nous le schéma régional de la formation, de l'apprentissage et de l'emploi. Sur la formation, justement, vous estimez que le retour est trop faible, puisque les chiffres que vous avancez, c'est un taux de retour à l'emploi dans la région, je crois, de 48%. Vous voulez passer à 70%, ce qui est une progression assez importante. Une grande ambition. Et pour y parvenir, vous avez décidé de conditionner vos aides à ce taux de retour, c'est-à-dire de demander aux organismes de formation des résultats clairs. La question qu'on a envie de vous poser, c'est du coup, comment vont être fixés ces objectifs, selon quels critères, et qui va contrôler qu'effectivement ces organismes de formation opèrent dans le bon sens selon les critères que vous leur aurez imposés? Quel contrôle?
je dis qu'on distribue avec une certaine forme de laxisme. Comment peut-on accepter? Vous vous rendez compte, pour le contribuable qui nous écoute, qu'il soit national, puisque nous sommes sur Public Sénat et je m'en réjouis et je vous remercie de nous être délocalisés sur Sud Radio, ou que ce soit pour le contribuable de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur leur argent, ce sont 300 millions d'euros qui sont consacrés à la formation professionnelle. Et quand vous savez que sur ces 300 millions d'euros d'utilisés, seuls 48% d'entre eux sont productifs pour permettre à quelqu'un de retourner sur le marché de l'emploi. Si on ne parvient pas à ce chiffre, on coupe les vies des associations. On arrête les subventions. Je vais être très clair, ça veut dire qu'il y a des associations qui ne remplissent pas leur rôle. Et c'est bien pour cela que je vais fixer un critère, puisqu'il y a un conventionnement avec chaque association formatrice. Celles qui ne seront pas capables de nous apporter un retour vers l'emploi de 70%, donc qui n'auront pas été assez performantes, notamment sur les emplois du futur. Et nous voyons l'arrivée. Le contrôle se fera comment? Tout simplement, nous aurons avec à la fois le personnel spécialisé de la région que nous allons encore plus former, plus qualifié, mais j'en parlerai sans doute dans un instant dans le cadre de la convention avec Pôle emploi que nous allons signer cet après-midi même, première région de France à le faire, et la mise à disposition de 400 salariés de Pôle emploi que nous allons mutualiser pour que chacun ne travaille pas de son côté avec des guichets différents. C'est votre grande annonce. C'est ma grande annonce. Eh bien, nous allons veiller à ce que ces organismes de formation garantissent un retour de 70%. Et si elles ne remplissent pas ce contrat, elles seront déconventionnées et elles ne seront plus soutenues l'année d'après. Denis Caro ? Vous nous dites clairement qu'il y a de l'argent qui ne sert à rien. Est-ce que vous avez d'ores et déjà identifié des secteurs dans lesquels la région distribue l'argent et dilapide l'argent? On a vu le débat, je crois qu'il y a un audit qui va être lancé sur les finances de la région. Est-ce que vous avez déjà découvert des choses un peu surprenantes? Mais nous savons que nous sommes dans un pays, comme dans toutes les grandes sociétés modernes, où il y a plus de 3 millions d'emplois qui vont disparaître dans les 5 à 6 années qui viennent. Pourquoi? Parce que ce sont des métiers qui ne seront plus pratiqués. Tenez, nous sommes au cœur d'Ecovalais, la dernière opération d'intérêt national que j'avais montée lorsque j'étais ministre de l'Industrie, sur 10 000 hectares, qui est spécialisée dans les technos, la croissance verte et les technologies destinées aux éco-industries, c'est-à-dire les technologies smart grid, la transition énergétique. Et grâce à cela d'ailleurs, nous venons d'être labellisés par le gouvernement, ministère de l'Environnement et le ministère de M. Macron, FlexGrid, lauréat en France devant la Bretagne. Eh bien, nous sommes dans des métiers où il faut se préparer. Le problème, c'est qu'on a toujours 3 ans de retard sur les plans de formation. Moi, je veux pouvoir dire à un chef d'entreprise qui m'appelle et qui me dit « j'ai un poste à pourvoir ». Très bien, monsieur. Dans 48 heures, vous avez monsieur ou madame Intel qui se présentera chez vous. Les emplois du futur, je parle bien évidemment des métiers de la santé, des nanotechnologies, du numérique. Mais je parle aussi, nous sommes sur un territoire qui n'est pas n'importe lequel, il est entre Méditerranée et Alpes. Dans le nautisme de Plaisance, il y a des centaines d'emplois à pourvoir. Il faut bâtir les centres de formation d'apprentissage parce que je veux faire de la filière de l'apprentissage une filière d'excellence. D'ailleurs, dès cette année, alors que nous n'avons que 27 500 apprentis, il y aura 1850 apprentis de plus de financés dans notre région. Merci Christian Estrosi. On passe à un thème très important aussi, qui a été un thème de campagne aussi important, de vos campagnes, j'allais dire, pas simplement la dernière régionale, c'est la sécurité. Mais on peut peut-être dire un mot sur la signature avec Pôle emploi, qui est quand même pas rien. On va y revenir. Seule région de France a signé cette convention aujourd'hui. On va y revenir. Aujourd'hui. On va y revenir. C'est pas des mots, c'est des actes. On voudrait aller se préoccuper des questions de sécurité, puisque Patrice Maure, qui est le représentant départemental du syndicat Alliance dans les Bouches-du-Rhône, a rencontré Sophie Jeanroy et Lionel Maillet. On l'écoute et on le regarde ensemble. Si on permettait aux fonctionnaires de police de bénéficier de la gratuité des transports, ça pourrait permettre aux fonctionnaires de police de pouvoir prendre plutôt les transports type TER, voire même aussi à l'intérieur de Marseille les transports en commun. Ça permettrait d'avoir un flux de fonctionnaires de police quasiment permanent dans ces transports-là.
Et encore une fois, ça serait une sécurité passive de se dire à l'intérieur de ces trains-là, véhiculent des fonctionnaires de police en civil qui vont prendre leur service ou qui réintègrent leur domicile et qui pourraient intervenir à tout moment si les contrôleurs de la SNCF savaient qu'il y avait la présence de ces policiers qui font leur trajet travail-domicile à l'intérieur de ces transports. Lilian Renard, La Provence. Christian Estrosi, on va peut-être prolonger la question de notre interlocuteur. Est-ce que vous seriez prêt à financer la gratuité des transports en commun pour les agents de police? Et est-ce que ça pourrait figurer dans votre plan sécurité que vous aviez chiffré à 250 millions d'euros et dont on n'a pas beaucoup entendu parler dans votre budget? Mais je réponds oui immédiatement, mais vous savez très bien que pour cela, il faut que le gouvernement, et c'est une mesure nationale, réglementaire ou législative, qui doit permettre à ces fonctionnaires de police de complètement intégrer le dispositif de sécurité de la région. Je recrute 100 agents de sécurité de plus. Des embauches nouvelles? Oui, ce sont 100 embauches nouvelles. 50 pour la partie Provence, 50 pour la partie Azur. Mais bien évidemment, si le gouvernement, et je le lui proposerai, m'accorde une convention, tout comme celle que je vais signer avec Pôle emploi, qui me permette de faire en sorte que les policiers, sous l'autorité fonctionnelle du gouvernement, puissent garantir la sécurité dans les transports en échange du fait que nous leur donnions une carte d'abonnement gratuit lorsqu'ils embarquent dans les transports express régionaux, voire dans les transports par route, eh bien, je ne demande pas mieux, je suis demandeur. Ce que je veux dire, puisqu'on parle de sécurité dans les transports, c'est que les mesures qui ont été votées dans le cadre d'un avenant... On va revenir sur ces mesures, mais simplement sur... Si on y revient. Bien sûr, avec plaisir. Mais sur les 250 millions de votre plan sécurité, on a beaucoup parlé économie, entreprise dans votre budget, finalement assez peu de sécurité. Ces 250 millions d'euros promis pendant la campagne, ils sont oubliés ou toujours d'actualité? Non, nous en dépensons d'ailleurs la première tranche dans le cadre de l'avenant que je signe avec la SNCF, que j'ai signé d'ailleurs le 29 janvier dernier, et dont les premières mesures rentrent en application dans les prochaines semaines, puisque je vous le disais, ce sont 100 agents de plus pour la sécurité et policiers qui sont recrutés sur les deux secteurs Provence et Azur. Ce sont ensuite les caméras embarquées en 4G sur l'ensemble des rames de transport express régionaux. J'ai l'expérience. Vous savez, moi, je ne suis pas un commentateur. Je suis un acteur. Il se trouve que le premier réseau de transport en commun qui transporte aujourd'hui 150 000 personnes par jour, c'est le réseau de la métropole Nice-Côte d'Azur. Toutes nos rames de tramway depuis le mois de juillet dernier, après les attentats du mois de janvier, j'ai souhaité les équiper en caméras de vidéosurveillance à l'identique des 1250 caméras qu'il y a dans ma cité. Eh bien, depuis, nous avons fait baisser le taux d'insécurité dans les transports en commun de 85%. Je vais équiper tous les TER par convention du même système avec un centre de supervision et en gare Saint-Charles à Marseille et un centre de supervision et dans la gare centrale de Nice pour répartir la surveillance en relation avec les policiers. J'ajoute à cela des portiques de sécurité dont les premiers seront inaugurés dans 3 semaines de cela aux Arcs dans le Var, qui ne seront pas à l'entrée des quais, mais à l'entrée des gares. Parce qu'il faut savoir qu'on peut se faire sauter dans un train, mais on peut se faire sauter aussi dans un hall de gare. Et je préfère, à titre préventif, qu'on barre l'accès à tous ceux qui peuvent présenter un danger à l'entrée de la gare, plutôt qu'à l'entrée des trains. Denis Caro, rapidement. Vous évoquez les risques d'attentat. Vous avez lancé un gros pavé dans la mare vendredi en affirmant que 2 fichiers S étaient rentrés à l'aéroport Nice-Côte d'Azur dans une délégation saoudienne. Est-ce que vous avez les preuves aujourd'hui de ce que vous affirmez? Denis Caro, je vous remercie parce qu'avec Nice Matin, vous m'avez beaucoup aidé à étayer ces preuves. J'ai lu avec satisfaction l'excellente enquête que vous avez conduite et qui a permis d'avoir des révélations encore plus fortes dès lors que j'ai lancé ce pavé dans la mare, où je savais qu'il y avait des instructions du gouvernement au moment où M. Manuel Valls dit qu'il faut lutter contre toutes les formes de salafisme dans notre pays, qui sont une minorité de musulmans, là où personnellement, dans ma ville, avec la majorité de ceux qui représentent l'islam de France, nous avons un dialogue extrêmement apaisé et extrêmement constructif, qui m'a permis de supprimer les prières de rue, d'accorder des baux pour que l'on pratique un culte apaisé. Et d'un autre côté, vous avez Valls qui dit allez, il y a une minorité de 4 ou 5%,
mais en même temps double langage. Je laisse ceux qui prônent la charia, ceux qui appellent à la démolition des églises en Arabie Saoudite, rentrer librement sans qu'ils passent par la filtration auquel est confrontés tous les ressortissants qui sont hors Schengen. La préfecture et l'intérieur démentent formellement. Est-ce que vous avez les preuves concernant les deux fichiers? Et à 2 pas d'ici, parce que de quoi tout est parti? À 2 pas d'ici, le représentant du gouvernement s'apprête à accorder à un lieu de culte dont la propriété est celle du ministre des cultes d'Arabie Saoudite de pouvoir ouvrir un lieu qui est proche à la fois du wahhabisme et du salafisme. Eh bien, nous sommes allés regarder les choses. Vous avez apporté un certain nombre de preuves, et notamment la preuve selon laquelle, le 11 août 2015, il y a eu un passage d'un convoi de 50 Saoudiens non contrôlés depuis le tarmac de l'aéroport de Nice jusqu'à l'intérieur de nos frontières. Eh bien, moi, je vous le dis, il y a des fichiers S parmi eux. Et si le gouvernement nie, parce que c'est sa parole contre la mienne, pourquoi le gouvernement ne fournit-il pas, et je le lui demande, la liste des 50 personnes qui sont passées ce jour-là? Et alors, à ce moment-là, on fera le comparatif. Et on verra bien s'il y avait des fichiers S ou pas. Soit le gouvernement a le courage de fournir cette liste pour prouver qu'il a raison, soit il ne la fournit pas, et ça veut dire qu'il ne veut pas montrer qu'il y avait des fichiers S ce jour-là. Merci Christian Estrosi. On passe à la deuxième partie de notre matinale d'info avec Joseph Arakel, qui est chef d'entreprise et qui va vous interpeller dans un instant. Voilà, Joseph Arakel, bonjour. Vous êtes né à Madagascar, arrivé à Marseille à l'âge de 6 mois. Vous avez grandi dans des quartiers peu favorisés, c'est le moins qu'on puisse dire, et vous êtes resté à Marseille. Aujourd'hui, vous êtes architecte et créateur de solutions transport et de techniques d'acheminement. Vous n'avez aucun concurrent dans votre secteur tellement ça marche bien. Vous avez 20 sociétés, 450 personnes, 120 millions d'euros de chiffres, et votre vie personnelle est évidemment axée aussi sur des activités sociales et de mécénat. La formation, c'est vraiment votre dada. Vous dites que 32 milliards sont dépensés dans la formation et vous trouvez qu'il y a peu de résultats. L'insertion, l'apprentissage, la formation doivent être un moteur essentiel de l'entreprise. C'est ce que vous dites à Christian Estrosi. Oui, effectivement, la Cour des comptes a rendu son verdict sur des chiffres qui sont énormes, 32 milliards qui n'apportent pas de résultats. Peut-être qu'il faudrait changer le système, accélérer. Effectivement, moi j'ai apprécié votre intervention tout à l'heure, surtout dans l'homme d'action que vous vous présentez comme quelqu'un de vraiment d'actif. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment on peut concilier cette formation avec les entreprises, quitte à intégrer des gens qui sont demandeurs d'emploi de longue durée ou dans le RSA, avec pour objectif pour ces entreprises d'aboutir à des CDI afin qu'elles puissent utiliser les ressources aujourd'hui de ces allocations, les compléter, mais pour arriver effectivement à un contrat, à un CDI. Bon, d'abord, je suis très heureux de me retrouver en face de Joseph Arakel, pour lequel j'ai une grande admiration pour le chef d'entreprise, qui apporte du pragmatisme dans la vie économique et sociale de notre pays, dont je m'inspire beaucoup de cette réactivité entre la formation qui lui permet de mettre sur le marché du travail et avec une qualification dans le monde de l'entreprise, et puis ce côté humaniste aussi. Je sais ce que vous faites auprès de salariés qui sont affectés par de graves maladies comme le cancer, ce que vous faites en tant que mécène sur Saint-François d'Assise en ce moment. Donc voilà, cher Joseph Arakel, c'est un bonheur pour moi de vous avoir en face, parce que vous êtes un modèle. Les hommes politiques ne sont pas là pour toujours imposer des solutions à partir des administrations qui les entourent, mais s'appuyer sur ceux qui réussissent. Voilà pourquoi je veux faire de ma région la région qui s'appuie sur le savoir-faire des chefs d'entreprise. Les plans de formation, vous le savez, ont 3 ans de retard. Pourquoi ? Parce que c'est l'administration qui veut former à des métiers auxquels les chefs d'entreprise n'ont plus besoin. Vous êtes d'accord avec moi? En moins de 6 mois, on peut mettre quelqu'un sur le marché du travail. En moins de 6 mois, on peut lui apporter une formation requalifiante.
entre la collectivité, Pôle emploi et à l'intérieur de l'entreprise pour le requalifier. C'est d'ailleurs une des formules que vous utilisez. C'est pour cela que le plan et le schéma régional de formation ne s'appuiera pas sur la vision de la collectivité, mais sur la vision des chefs d'entreprise avec lesquels nous nous sommes mis au travail. Deuxième question. Oui, je voudrais quand même continuer sur ce point, c'est-à-dire qu'il faudrait que les entreprises soient associées dans des cercles de réflexion afin qu'on puisse être force de proposition pour peut-être des projets de loi et relayer un pouvoir plus important aux présidents de région. Vous êtes d'accord pour ça? Ça y est, j'ai une conférence régionale de la formation. D'ailleurs, je vous y convierai dès la prochaine avec les présidents de chambres consulaires, les fédérations industrielles, fédérations du bâtiment. Tenez, par exemple, dans les métiers du nautisme, nous sommes avec la Méditerranée. On n'est pas. Vous en avez déjà parlé, Christian? Oui, mais je veux le redire. Quand on pense que c'est ici que les plus grandes unités de plaisance qui font de 18 à 120 ou 130 mètres naviguent le plus dans le monde et qu'il n'y a pas d'atelier de maintenance, qu'il y a des jeunes qui rêvent d'avoir un job dans ce domaine. Nous allons installer à La Ciotat près de 3 hectares d'ateliers de maintenance avec un centre de formation pour apprentis qui répondent aux besoins et des unités et des chefs d'entreprise qui sont obligés d'aller chercher en Espagne ou en Italie des emplois qualifiés dans ce domaine. Et donc c'est aux chefs d'entreprise à me proposer, à décider et à suivre si oui ou non la collectivité est capable de répondre à l'immédiateté dont ont besoin les entreprises, au contraire de toujours dire on a 3 ans de retard. L'autre jour, dans un CFA à Carpentras, je me rendais compte qu'on enseignait de la sérigraphie sur du matériel qui n'est plus adapté aux besoins des entreprises, puisqu'elles ont du matériel qui a déjà 5 ou 6 ans d'avance par rapport au matériel sur lequel on enseigne la sérigraphie dans nos CFA. Il reste moins de 2 minutes. Le transport et la logistique, pour continuer sur notre question, ce sont des métiers à très, très faible marge et qui emploient beaucoup de personnel. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système qui permette de ressourcer mieux l'entreprise et en contrepartie un nouveau système, mieux rémunérer les gens et si vous voulez, leur attribuer aussi des formations un peu plus valorisantes par les nouvelles technologies? Il reste 1 minute sur ce sujet, Christian Estrosi. Bien évidemment, c'est de la formation très qualifiante et c'est vrai que dans tout ce qui est intermodalité, vous êtes un spécialiste aujourd'hui dans le monde des transports, où la région va en cette année 2016, de par la réforme de la loi, récupérer la gestion des transports départementaux, pouvoir coordonner avec les gestions des transports interurbains, une véritable intermodalité entre tous les modes de transport, le ferroviaire, les transports en commun en site propre, c'est-à-dire métro et tramway, les transports routiers départementaux et régionaux pour passagers, mais également les transports interurbains et les transports scolaires, avoir un seul mode de gestion, notamment avec des gestionnaires de transport privé pour qu'il n'y ait pas de doublons, qu'il n'y ait pas de concurrence, que nous puissions avoir une carte unique d'abonnement qui permette de faire du bord à bord selon le mode de transport que l'on utilise et des tarifs réduits. Tenez, dans la métropole de Nice-Côte d'Azur, que vous fassiez du transport d'un boulevard à l'autre ou que vous alliez du littoral pour aller faire du ski à Isola 2000 ou à Oron, c'est 1 € le tarif du transport. 1 €. Il n'y a aucun autre endroit en France où nous le faisons. Eh bien, cette politique que nous faisons à l'échelle d'une métropole de 650 000 habitants, je veux la porter à l'échelle d'un petit pays, celui de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'échelle de 5 millions d'habitants. Merci Christian Estrosi. Il est 8 h dans quelques secondes et Christine Bouillot de Sud Radio nous fait le point de l'actualité en ce lundi matin. Christine Bouillot. Après 10 jours et 11 nuits d'occupation, la place de la République à Paris est en cours d'évacuation depuis 6h30 ce matin. Une centaine de CRS a en effet commencé à déloger dans le calme les participants de ce mouvement Nuit debout. La mairie de Paris veut, elle, porter plainte après les violents affrontements de ce week-end. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, tout près du domicile de Manuel Valls. La région Île-de-France évaluait le montant des dégâts rien que dans les lycées à quelques 500 000 €. Manuel Valls va lui rencontrer aujourd'hui les organisations de la jeunesse. Ce sera à 11h.
11h à Matignon. L'objectif, tenter de désamorcer la grogne autour de la loi travail. Le Premier ministre devrait proposer aux syndicats plusieurs mesures comme l'extension de la garantie jeune ou encore une aide à la complémentaire santé pour les étudiants les plus modestes. D'ailleurs, beaucoup de ces mesures font partie du catalogue de revendications de l'UNEF. Les auteurs des attentats de Bruxelles voulaient encore viser la France, selon le parquet fédéral belge. La cellule djihadiste de Bruxelles a donc attaqué la capitale belge dans la précipitation, sentant la pression policière monter et l'étau se resserrer. Manuel Valls et Bernard Cazeneuve ont redit hier que la menace terroriste reste en France à un niveau très élevé. La crise des réfugiés avec de vives tensions à Idoménie, c'est le point de passage entre la Grèce et la Macédoine hier. Des migrants ont tenté de franchir le mur de barbelés érigé le long de la frontière, mais la police macédonienne a riposté. Près de 300 migrants ont été blessés. Puis l'actualité marquée aussi par ces violences hier soir à Marseille. 5 personnes interpellées à l'issue du match nul de l'OM qui recevait Bordeaux. Des supporters mécontents qui réclament désormais la démission des dirigeants de l'OM, Vincent Labrune et Margarita Louis-Dreyfus. Voilà, il est 8h, vous êtes en direct. Nous sommes depuis Nice, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec comme invité principal Christian Estrosi, le président de cette région. Et nous passons maintenant à l'analyse de l'actualité nationale et internationale avec Christophe Bordet de Sud Radio et Mickaël Zabès de Public Sénat. Bonjour messieurs, Bonjour, je vous laisse Christian Estrosi. Christian Estrosi, la place de la République a donc été évacuée ce matin, dans le calme visiblement. Le gouvernement a-t-il eu raison de faire évacuer ce mouvement des Nuits debout ? Bien évidemment, j'aurais souhaité qu'il le fasse plus tôt. Lorsque l'on voit toutes les dégradations qu'il y a eu, on ne peut plus accepter de tels comportements. Et je dirais que on ne peut pas considérer que la France est confrontée à des dangers imminents, que toutes les semaines, nos services de renseignement qui font un travail extraordinaire déjouent des tentatives d'attentat, que la France est une des premières cibles. On l'a encore. Ça va à l'encontre de l'état d'urgence, c'est ça que vous êtes en train de dire en quelque sorte. Ça va totalement à l'encontre de l'état d'urgence, tout comme d'ailleurs lorsque l'on laisse passer, et je demanderai qu'il y ait une commission d'enquête, parce que si on donne des instructions au gouvernement pour laisser passer des ressortissants de la péninsule arabique sur l'aéroport de Nice, 1200 l'année dernière, sans contrôle, je pense que sur les plateformes internationales de Toulouse, de Marseille, de Bordeaux ou encore de Paris, qui sont sans doute les plus importantes, il y a exactement les mêmes instructions, j'en suis convaincu, et je suis très surpris qu'il n'y ait pas des investigations qui aillent plus loin. Vous demandez une commission d'enquête à vos amis députés républicains ? Non seulement à mes amis députés, et d'ailleurs la candidate qui est appelée à me succéder dans cette circonscription, si le suffrage universel est au rendez-vous, s'est engagée auprès de moi à ce que ce soit la première proposition de loi qu'elle dépose à l'Assemblée nationale, la première proposition de résolution, la mise en place d'une commission d'enquête pour savoir dans quelles conditions le gouvernement français accorde des passe-droits pour pénétrer sur les plateformes aéroportuaires de notre pays lorsqu'on est en provenance de pays hors Schengen. Juste une chose, Nuit debout ne trouve pas grâce à vos yeux, ce sont des citoyens qui sont en colère. Vous-même, en tant que citoyen, vous ne les comprenez pas, vous ne pourriez pas les rejoindre. Et nous sommes tous en colère, et une majorité de Français est en colère lorsque vous voyez la cote de popularité du président de la République. Mais est-ce que la colère justifie que l'on puisse aujourd'hui dégrader, occuper le domaine public, que vous savez, nous serions au lendemain du Bataclan, au lendemain. Vous pensez donc que il faut les interdire. Est-ce que vous pensez, je vous pose une question, oui. Est-ce que vous pensez que si nous étions au lendemain... On est là pour vous poser les questions. Oui, mais je réponds par une question. Oui. Est-ce que vous pensez que si nous étions au lendemain du Bataclan, les mêmes iraient occuper les espaces publics? Non, parce qu'il y aura encore l'émotion. Eh bien, on voit qu'en moins de 3 mois, l'émotion est passée. Et quand on sait le travail qui est celui de nos services de renseignement, qui nuit et jour sur les réseaux sociaux, qui nuit et jour à nos frontières, qui nuit et jour traquent ici ou là toute tentative d'attentat possible et qui ont autre chose à faire que de contrôler les manifestations publiques. Je trouve que c'est peu responsable que d'avoir cette attitude. Christian Estrosi, des violences également lors du match OM-Bordeaux hier soir après un 0-0 qui enfonce l'OM dans la crise. 5 interpellations, est-ce acceptable ? Non, ça n'est pas acceptable, pas plus qu'il n'a été acceptable qu'à Nice, à Paris par le passé, à Saint-Étienne, qui a été
une équipe extrêmement visée, en tout cas une ville extrêmement visée par le comportement de ses supporters, l'on puisse tolérer ce type de comportement. Donc 5 individus qui ternissent la fête du sport, surtout à la veille de l'Euro 2016, où là aussi nous aurons des services extrêmement mobilisés pour le bon déroulement de ceci, bien évidemment il faut agir. Christophe Bordet. Manuel Valls propose ce matin aux organisations étudiantes qu'il reçoit eh bien, une mutuelle gratuite, c'est ça qu'il va proposer ce matin, pour les étudiants les plus démunis, le prolongement des bourses au-delà même des études. Est-ce que ça va suffire, à votre avis, à désamorcer la colère ambiante? Bien évidemment non, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Et puis, c'est pas ça qu'il faut faire. Moi, je vais vous dire très sincèrement, Manuel Valls a tort de ne pas avoir le courage de la réforme. La réforme telle qu'elle était proposée au départ, je le dis, vous voyez, en toute décontraction, la loi El Khomri, avec l'assouplissement du temps de travail, avec les 35 heures qui sautaient, avec la discussion entreprise par entreprise, avec le plafonnement des indemnités pour les prud'hommes, avec la réforme du Code du travail, était une très bonne loi. Le gouvernement devait avoir le courage de la réforme. Le problème, c'est que ce gouvernement est un affreux conservateur et qu'il préfère négocier les mutuelles étudiantes. Vous savez, là aussi, en tant que maire de cette ville, en tant que président de cette région, j'ai proposé des mesures qui seront tenues et respectées, notamment dans le domaine de l'orthodontologie et dans bien d'autres domaines encore où les étudiants ne se soignent pas dans de bonnes conditions. Eh bien, je le fais au niveau de la collectivité. On n'a pas besoin de l'État pour le faire. Et s'il essaie de calmer le mouvement étudiant avec cela, je crois que c'est au contraire par un dialogue pour leur faire comprendre que leur avenir, c'est d'avoir un métier stable, c'est d'avoir un métier qui leur offrira de véritables débouchés avec des métiers tournés vers l'avenir et non pas des métiers qui risquent de disparaître dans les années qui viennent. Plutôt que d'essayer de les acheter avec des mutuelles pour lesquelles on peut répondre au plan local à ces problèmes, et en tout cas auxquels moi je réponds sans avoir besoin de M. Valls. Alors du plan local au plan national, Lilian Renard en parlait tout à l'heure, Lilian Renard de la Provence, à propos des questions de sécurité. Votre opposition à la région, votre seule opposition j'allais dire, vous accuse de ne pas tenir vos promesses. On écoute David Racheline, le sénateur maire de Fréjus. Flora Sauvage l'a rencontré. Quand on fait de la politique, on regarde les choses sérieusement. On ne coule pas des bateaux, on protège ses frontières. Pour ça, il faut sortir de Schengen. J'ai vu qu'il était question de portique de sécurité. Je vous prends quelques exemples comme ça à la volée, qu'il était question de portique de sécurité dans toutes les gares, ce qui est évidemment impossible, nous l'avions dit. Il est revenu en arrière, enfin voilà. Il y a beaucoup d'agitation, mais quels sont les résultats concrets? Je crois qu'on les attend encore. Et je pense qu'on va déchanter. Pour un exemple, encore, il critique aujourd'hui l'UOIF en nous expliquant qu'il y a des difficultés avec l'UOIF, ce seraient des gens peu recommandables, alors qu'il n'a cessé pendant la campagne électorale, dans le cadre de son mandat de maire, de courtiser l'UOIF et de venir au soutien des islamistes de l'UOIF, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. David Racheline, l'opposition au FN à Christian Estrosi. Christophe Bordet. Christian Estrosi, justement, vous avez souhaité il y a quelques semaines la dissolution de l'UOIF. Est-ce que vous avez fait la demande officielle à Manuel Valls? Je peux peut-être apporter, loin, déjà. Parce que je trouve que M. Racheline est un peu flou sur tout ça, donner des leçons quand on est opposé à toutes les mesures de sécurité de notre pays, mais ça c'est le Front National, ce vieux parti archaïque et conservateur qui depuis 50 ans, dans la même dynastie, décline les mêmes choses. Quand vous pensez que ce parti a refusé, s'est opposé à la loi PNR, c'est-à-dire le contrôle des fichiers de passagers internationaux à Bruxelles. Il s'y est opposé, il faut que les Français le sachent. Lorsque vous savez que sur la loi sur le renseignement, très clairement, comment peut-on s'exprimer sur la sécurité quand on s'oppose à donner aux services de renseignement français au Parlement les moyens nécessaires? Comment dans mon conseil municipal, alors que je propose au lendemain des attentats que l'on renforce les réseaux de caméras de vidéosurveillance, l'armement des policiers, vous avez demandé la dissolution de l'UOIF, vous l'avez demandé à Manuel Valls officiellement? Non, je n'ai pas demandé la dissolution de l'UOIF, absolument pas. J'ai dit, alors qu'il y avait une réunion à Marseille d'un courant de l'UOIF qui recevait une personnalité peu recommandable parce que un passé extrêmement antisémite notamment,
que c'était l'opportunité pour l'UOIF de pouvoir faire la transparence et de pouvoir s'exprimer. Il se trouve que dans cette région, les représentants de l'UOIF appartiennent à l'islam de France, sont membres du Conseil national du culte musulman et en même temps ont manifesté avec nous pour dénoncer le terrorisme. Mais voyez-vous, le Front National ne vise pas la même chose que nous, alors que l'UOIF appartient aux 90% de musulmans de France qui se reconnaissent dans les valeurs de la République. Monsieur Rachlin, au lieu de dénoncer le salafisme qui est en train de s'implanter dans des caves, des garages, des lieux clandestins comme je le fais et dont on laisse passer d'éminents représentants sans les contrôler dans nos aéroports, se cache bien de le faire. Peut-être ont-ils des accointances de ce côté. La réalité, c'est qu'ils cherchent à tisser un écran de fumée et à troubler les consciences collectives des Françaises et des Français. Mais moi, je ne me trompe pas. Moi, j'essaie de rassembler les musulmans de France qui se reconnaissent dans les valeurs de la République et je lutte contre ceux qui veulent déstabiliser notre pays. Question de sécurité. Il y a des règlements de compte chaque semaine, notamment dans les quartiers populaires de Marseille. Ne faut-il pas, comme le propose un député socialiste, Christian Menucci, de dépénaliser le cannabis, justement, pour lutter contre ce trafic? Eh bien, ce serait pire. Ce serait pire. Aujourd'hui, la lutte contre les trafiquants de drogue, les narcotrafiquants, doit être une de nos priorités. Et si nous voulons pouvoir mener cette lutte, il faut que la lutte contre le trafic de cannabis, qui n'est même plus menée depuis des années, devienne un délit avec des condamnations extrêmement lourdes. Ça ne marche pas. Ça permettrait peut-être d'encadrer les choses. Ça ne marche pas parce qu'on n'y met pas les moyens. Parce qu'aujourd'hui, ce combat n'est pas mené. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer l'armée, comme le propose une sénatrice, Samia Ghali, par exemple? Mais on sait qu'il y a aujourd'hui, dans un certain nombre de cités de non-droit de notre pays, des trafiquants qui œuvrent sans être menacés en quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est un combat qu'il faut mener, qui aurait dû être mené depuis des années d'ailleurs. Les gouvernements de gauche comme de droite successifs, au cours des 30 dernières années, ont beaucoup trop laissé aller dans ce domaine. Donc je dis très clairement, il doit y avoir à l'intérieur des services de sécurité de notre pays des brigades spécialisées dans la lutte contre le trafic de drogue, qui aujourd'hui est un fléau, qui nourrit une économie souterraine et qui nourrit en même temps une forme de criminalité dont on voit les conséquences, notamment dans certains quartiers marseillais. Et donc ça n'est pas en dépénalisant, parce que dépénaliser, ça ira au contraire plus loin dans la tentative de sensibiliser à bâtir des réseaux qui bafoueront complètement les règles de droit de la République. Christian Estrosi, la gauche est sortie très affaiblie des élections régionales. Elle s'est désistée en votre faveur. Une personnalité du Parti socialiste, Christophe Pierrel, qui fut tête de liste aux dernières élections en Hautes-Alpes et qui est le chef de cabinet adjoint de François Hollande, a décidé et veut réorganiser la gauche en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Comment reconstruire l'opposition dans la région? On l'écoute. On attend toujours de voir. D'ailleurs, le premier test aurait été de réunir avant le vote du budget cette instance représentative avec la gauche. Ça aurait été justement de dire voilà, il y a un budget qui se prépare, qu'est-ce que vous en pensez? Non, il ne nous a pas impliqués, il ne nous implique pas et de toute façon, nous on attend de voir, soi-disant en avril ça devrait se réunir pour la première fois. Mais on attend de voir les outils qu'on va avoir, si on peut travailler, si effectivement on peut être utile aux citoyens. Si c'est juste une caution et si c'est juste pour que Christian Estrosi coche la case, c'est bon, j'ai donné à la gauche qui a gentiment voté pour moi au deuxième tour ce que je leur avais promis, nous ça ne nous intéresse absolument pas. Michael Zamès. Cette grande conférence? Absolument pas, nous l'avons votée, elle est en place, je la réunirai dans les 15 jours, mais que M. Pierrel ne pense pas que c'est une instance pour la gauche. C'est une instance pour toutes les forces républicaines qui se sont rassemblées et qui ont apporté cette démonstration extraordinaire pour le gaulliste que je suis et dans lequel d'autres se sont reconnus, que nous pouvons former une majorité à l'échelle d'un territoire régional qui dépasse les clivages partisans. Je pense au monde de la culture, qui a eu une mobilisation extraordinaire. Je pense au monde intellectuel, au monde universitaire, au monde cultuel aussi, puisque nous voyons que dans un certain œcuménisme, nous avons eu une immense mobilisation. Et bien sûr, les formations politiques qui étaient candidates au premier tour et qui ne seront pas représentées pendant ces 6 ans, que M. Pierrel se rassure, dans les 15 jours, il aura l'opportunité
de s'exprimer dans cette conférence territoriale qui, dans une enquête d'opinion... Alors justement, Christophe Bordet. Justement, Christian Estrosi, dépasser les clivages, j'ai envie de vous dire, En Marche, c'est le nom du mouvement d'Emmanuel Macron. 13 000 adhérents revendiqués, est-ce que vous pourriez en être? Je suis un réformateur. Le gouvernement, enfermé dans ses conservatismes, n'a pas été capable de bâtir les mesures antiterroristes que nous attendions au lendemain du 13 novembre dernier. Il a reculé sur tout. Le gouvernement n'est pas capable de faire adopter la loi sur le travail sur laquelle nous pouvions partager des points de vue communs. Et il a reculé. Si M. Macron est effectivement, comme je le suis moi, un réformateur, eh bien qu'il vienne mercredi matin au Conseil des ministres en supprimant les 35 heures. S'il ne vient pas mercredi matin en supprimant les 35 heures, ça veut dire que ce qu'il propose est un écran de fumée, c'est un petit club de rien du tout pour essayer de sauver le soldat Hollande et rien d'autre. Et puis si M. Macron était vraiment courageux, il quitterait le gouvernement, il ferait sa formation politique, il irait porter ce message, et alors pourquoi pas se retrouver dans un message commun en tant que réformateur. Mais nous voyons bien qu'il n'est pas dans la réforme, M. Macron. Il fait croire qu'il est dans la réforme et en réalité, il accepte de subir tous les conservatismes de ce gouvernement en restant dans ce gouvernement. Il nous reste moins de 2 minutes pour vous parler un petit peu de votre parti et des primaires. Souhaitez-vous la candidature de Nicolas Sarkozy à la primaire? Question claire et nette. Non, mais la réponse sera claire et nette. De la même manière, je suis président de la Commission nationale d'investiture. Vous vous rendez compte qu'à partir de la semaine prochaine et d'ici fin juin, j'ai à procéder à l'investiture de 577 candidates et candidats dans l'ensemble des circonscriptions qui question est très claire. Souhaitez-vous que Nicolas Sarkozy soit candidat? Je n'ai pas le droit de faire quelque ingérence que ce soit. Les autres candidats aux primaires ne comprendraient pas que je ne me situe pas au-dessus de la mêlée. Et puis j'ai mes propres idées à défendre. Et j'entends les porter. J'entends les porter. Et la première d'entre elles, je le dis très clairement, c'est la baisse de la fiscalité. Les Français n'en peuvent plus. Les chefs d'entreprise n'en peuvent plus. Sachez qu'en moins de 3 semaines, ici, là où vous êtes aujourd'hui, en tant que maire de Nice, je serai le seul maire d'une grande ville de France à avoir baissé la fiscalité familiale. Qui porte mieux vos idées aujourd'hui? Qui porte vos idées? En tant que président de la région, vendredi dernier, j'ai supprimé un impôt régional. Vous connaissez beaucoup de collectivités régionales qui ont supprimé. Vous pourriez les porter vous-même? Mais parce que je me suis... Parce que personne ne comprendrait qu'après avoir mené la campagne que j'ai menée en 2015 et qui fait de moi le président de la 2e région en produit intérieur brut par habitant, que je ne me consacre pas à ce mandat. Vous savez, faire gagner une petite patrie, un petit pays de 5 millions d'habitants... Vous vous sentez président d'un petit pays? Expliquer, oui, mais expliquer qu'à l'échelle de 5 millions... en tout cas, avec la réforme de 13 régions dans notre pays et de 13 personnalités qui ont à booster l'économie sur ces territoires, à réformer ces territoires. Moi, je ne veux pas être dans le verbe, je suis dans l'action. Eh bien, si ce que nous faisons dans les 6 mois qui viennent et qui va réformer ce territoire, qui va apporter de la croissance, qui va apporter de l'innovation, qui va apporter de l'emploi, je demande à quelqu'un de se saisir de ce qui va marcher ici. Tenez, je demande à ce qu'on baisse la fiscalité de 50% des ménages et qu'en contrepartie, on monte de 2,5 points le taux de TVA, parce que ce sera beaucoup plus juste. Voilà, en tout cas, une des mesures que je propose. Je verrai bien si quelqu'un s'en saisit ou pas. Et puis à ce moment-là, je verrai bien ce que je ferai. On a bien compris. On passe à l'analyse de l'actualité et des propos de Christian Estrosi dans cette matinale d'info avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale, Patrice Maggio et Nicolas Gallup dans un instant. Bonjour Patrice Maggio, vous êtes rédacteur en chef de Var Matin, et bonjour Nicolas Gallup, vous êtes rédacteur en chef d'Azur Télé. Bonjour Cyril. TV, alors à vous. Alors, petit débrief d'abord sur les propos de Christian Estrosi, fidèle à lui-même, offensif sur le gouvernement. Il a rappelé son cap aussi à la région, priorité à l'emploi, aux entreprises. Et j'ai une petite question à vous poser parce que finalement on n'a pas développé ce dossier-là. La convention, vous allez passer avec Pôle emploi, 400 agents. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Régionalisation de Pôle emploi, et est-ce que c'est une expérimentation valable nationalement? Oui, absolument. D'abord, c'est la première expérimentation et nous allons premièrement élaborer un diagnostic.
Nous allons ensuite, en ne disposant que d'un seul outil pour connaître les offres d'emploi disponibles dans la région et les besoins des chômeurs, pouvoir être beaucoup plus réactifs. Encore une fois, je veux un guichet unique qui fasse que les 400 agents de Pôle emploi et ceux de la région mutualisés puissent être avec le monde de l'entreprise sur ce guichet unique, sur cette plateforme unique, capable d'être très réactif. Je vous dis, moi, en moins de 48 heures, je veux que quand il y a une offre d'emploi, elle soit pourvue et qu'on n'impose pas au monde de l'entreprise des démarches. Vous vous rendez compte, vous proposez un emploi et on vous demande pendant 15 jours de remplir de la paperasse. Ça, c'est plus possible. Mais en même temps, je le dis, je vais demander en même temps que je signe cette convention à Pôle emploi, demander qu'on me transmette la liste des agents qui ont refusé 2 offres raisonnables d'emploi. Et si ces 2 offres raisonnables d'emploi n'ont pas trouvé de réponse, eh bien, je demanderai, notamment aux départements qui versent le RSA, de ne plus verser le RSA à ses attributaires. Patrice Badjo, rédacteur en chef de Var Matin. Oui, je voudrais qu'on revienne aussi sur votre plan de sécurité dans les transports notamment. On voit que ça fait beaucoup de dépenses. Comment vous allez équilibrer le budget? Vous comptez beaucoup sur la baisse des fraudeurs, mais c'est un peu flou. Non, ça n'est pas flou. Vous savez qu'aujourd'hui, la fraude dans les transports coûte 30 millions d'euros par an dans les TER, qui ne représentent que 2% des personnes qui sont usagers des transports, puisque les autres utilisent d'autres modes de transport. Eh bien, à 30 millions d'euros d'économisés par an sur la fraude, vous pouvez en faire des choses en matière de sécurité. Vous pouvez en faire des choses en matière de financement aussi, de l'intermodalité dont je parlais tout à l'heure, pour baisser la tarification, pour avoir une carte d'abonnement unique. Vous savez, les usagers ne comprennent pas que lorsqu'ils descendent du TER et qu'ils montent ou dans un bus ou dans un tram où on leur demande de prendre un autre ticket, je veux qu'avec un seul titre de transport, on puisse utiliser tous les autres transports de la région. Nicolas Gallup, un petit peu de débrief sur ce qu'a dit Christian Estrosi. Convaincant, pas convaincant? Convaincant, c'est aux téléspectateurs de juger. C'est vrai que l'action régionale a démarré il y a quelques mois, quelques semaines maintenant, donc c'est difficile de demander un bilan. Néanmoins, vous avez dit vouloir travailler avec les entreprises. On a vu le patron du MEDEF qui réclamait ceci. Vous vous êtes engagé à faire un bilan semaine par semaine avec cet observatoire que vous allez mettre en ligne. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. L'augmentation, on l'a dit tout à l'heure, des 12% du budget consacré aux entreprises, à l'investissement, à l'emploi. Volonté ferme aussi d'aller vers la formation. Je note notamment, puisque nous sommes dans les Alpes-Maritimes, cette tendance à porter aussi les métiers du nautisme, puisqu'un centre de formation du côté de Villefranche vient d'ouvrir il y a quelques mois maintenant. Donc voilà, pour aller vers cette formation des apprentis. Puis les 25 000 offres qu'il faut pourvoir. Voilà pour la partie débrief. J'avais une question à vous poser sur le nom Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pendant la campagne, vous étiez élevé contre l'acronyme PACA. Où en êtes-vous? Est-ce que vous voulez changer le nom de la région? Vous le détestez, ce nom PACA. On m'a dit surtout ne le prononcez pas en démarrant l'émission parce que vous allez le mettre de mauvaise humeur. Est-ce que vous trouvez qu'il est juste, lorsque l'on regarde la carte administrative de notre pays, que chaque territoire de France qui a son histoire, chaque territoire de France qui aujourd'hui est identifié par rapport à une identité, une culture, une authenticité, porte le nom de cette histoire et que nous, on voit toujours PACA. Comment voulez-vous que des citoyens qui se ressentent provençaux, héritiers de Frédéric Mistral, héritiers des grandes heures de René Char dans le Vaucluse ou encore... Vous avez une idée de nom? Mais Provence, Alpes, Côte d'Azur, c'est-à-dire... On ne change rien. C'est l'acronyme PACA. On ne change rien. Mais lorsque vous tapez sur Google, les 3 noms que je cite là sont ceux qui arrivent en tête de tout Ce sont des marques. Sur la planète tout entière. Ce sont des marques qui attirent le monde entier. Et donc, il est inadmissible que, quelque part, des administrations centrales nous imposent, contrairement aux autres régions, de voir toujours sur la carte administrative ce sigle épouvantable qui est celui de PACA. En tout cas, dans les documents administratifs de la région, ils n'y apparaîtront plus jamais. Je voudrais revenir sur la mère des batailles, celle de l'emploi. Vous qui êtes très friand de chiffres, est-ce que vous avez des objectifs en matière de lutte contre l'emploi, pour l'emploi, sachant qu'effectivement, la région est un nouvel opérateur dans ce combat? C'est ma première bataille, je l'ai toujours dit. Et donc, bien évidemment, mon objectif, là où nous sommes une des 3 régions qui affiche le taux de chômage le plus important de France avec 12%,
le taux de chômage pour les jeunes, un des plus importants, avec 25%, ce qui est vraiment insupportable. Je souhaite que nous passions en dessous de la barre des 10%. Il y a des régions comme le centre, comme la Bretagne, qui sont à 6% aujourd'hui. Je veux que nous nous rapprochions de ce niveau. Mais surtout, ce que je veux comme indicateur, c'est que par rapport aux offres d'emploi, là où on est à 25 000 offres qui ne sont pas pourvues, je puisse rapidement dire, nous sommes à 20 000, nous sommes à 15 000, nous sommes à 10 000, et résorber totalement cela, parce que ça, c'est un véritable indicateur. Christian Estrosi, on regarde les titres de vos journaux, ceux de Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec Christine Bouillot, revue de presse de la PQR. Eh bien écoutez, c'est un peu Jean qui pleure et Jean qui rit ce matin. La une de Nice matin, ils sont irrésistibles. On parle bien sûr des Niçois vainqueurs hier d'un très beau 3-0 sur Rennes. Oui, ils peuvent rêver d'Europe. Hier, il fallait même être à l'Alliance, écrit Nice matin, avant un prometteur déplacement à Lyon vendredi prochain. Nice matin qui fait également un dossier sur les déserts médicaux. Une hémorragie silencieuse, mais qui va virer à la catastrophe, prévient le journal, avec même des déserts médicaux en centre-ville de Nice, prévient Nice matin. Alors on n'est pas sur la même tonalité à la une de la Provence ce matin, rien n'y fait, avec la photo d'un Mitchell grimaçant, 0-0 contre Bordeaux. Après une semaine houleuse, écrit la Provence, on espérait un sursaut, mais toujours pas de victoire au Vélodrome depuis bientôt 7 mois. La fracture est totale entre supporters et dirigeants. La facture est plus grande que jamais, écrit la Provence. À la une de Var matin, là c'est rugby bien sûr, avec un quart de finale hier de Champions Cup, et c'est une fin de règne pour le RCT, titre Var matin. Toulon, vous le savez, triple champion d'Europe, a perdu sa couronne hier face au Racing Métro 92. Reste maintenant le top 14, l'espoir pour les hommes de Bernat Laporte. Et puis à la une de Monaco matin, là aussi bilan d'une soirée foot décevante, Cyril, sur le Rocher. C'est la chute même qui barre la une avec cette photo et cette cuisante défaite de Monaco 4-1 à Lille. Et l'ASM qui laisse filer la deuxième place de Ligue 1. À noter aussi le tennis, Federer qui arrive sur le Rocher pour le Master 1000 de Monaco. Voilà les unes. Merci Christian Estrosi. J'imagine que vous lisez évidemment tous les journaux de votre région, tous les jours. Tous les jours. Merci. Et pas que ceux de ma région, les journaux de France. Merci Christian Estrosi. Aujourd'hui, nous avons à défendre le pluralisme de la presse, et elle est quelquefois menacée. Et pourtant, c'est le meilleur moyen de défendre toute forme de démocratie dans notre pays. Estrosi de nous avoir accueillis en région Provence-Alpes-Côte d'Azur aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'info à Paris avec comme invité quelqu'un que vous connaissez bien, Jean-François Copé. Merci à tous. Bonne journée sur Public Sénat et Sud Radio.